Alors, bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Merci Edouard pour l'invitation. J'ai réfléchi beaucoup à cet événement parce que je me suis posé la question, vu que c'est un séminaire interdisciplinaire, comment je veux faire passer un peu ces messages sur l'importance en fait, de l'intelligence émotionnelle. Je sais qu'ici, Edouard, il a fait plein d'études avec les jeunes, les enfants. Ici, on ne va pas parler d'enfants, on va vraiment parler de qu'est-ce que c'est l'intelligence émotionnelle du point de vue de la recherche scientifique. Ça, c'est un point que je vais faire plutôt clairement parce qu'il y a énormément du blabla, je dis d'habitude, par rapport à ces concepts. Et donc, on va faire un petit peu aussi, on va voir la situation de l'intelligence émotionnelle au moment actuel, qu'est-ce qu'on sait par rapport à l'intelligence émotionnelle. Et on a perdu un peu de temps, donc je ne vais pas faire trop d'introduction, mais une chose que je trouve très importante à souligner, c'est quelque chose que ça me surprend pas toujours. Moi, je fais souvent des présentations aussi un peu grand public, donc pas avec des experts. Et un élément que je retrouve tout le temps, parce que je parle d'émotion, évidemment, c'est ce que je fais, c'est toujours cette idée qui est très ancrée, en fait, dans nous, de l'opposition entre l'émotion, ce que c'est irrationnel, et l'intelligence, la cognition, qui c'est très rationnel. Comme si c'était deux choses opposées. Et c'est vrai que ça a changé un peu au fil du temps, mais ça reste vraiment dans les discours quotidiens. On sent souvent les mots, il faut se prendre dans les émotions, il faut rester rationnel, il ne faut pas être irrationnel. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie de nous aussi dans la recherche. L'intelligence émotionnelle, c'est un mot que vous avez entendu 1000 fois. Vous pouvez avoir déjà des connaissances, vous avez des idées de ce qu'on parle. Mais au niveau scientifique, l'intelligence émotionnelle, c'est un concept plutôt jeune, au moins en psychologie. Évidemment, si on parle des philosophes, on en parle depuis des décennies, des milliers d'années. Mais en psychologie, on fixe la date de départ de l'étude de l'intelligence émotionnelle moderne en 1990. Et c'était Meyer et Salovey qui ont proposé ces concepts à l'attention des chercheurs. Et ce que je voulais souligner, c'est qu'ils commencent leur papier avec une question. C'est « Is emotional intelligence a contradiction in terms ?» C'est exactement ce dont on vient de parler. Est-ce qu'on peut mettre ensemble les concepts intelligence et les concepts émotion dans les mêmes concepts? Et eux, ils ont dû faire une justification vis-à-vis de la communauté scientifique de pourquoi c'était possible de faire ça. Alors, comme je dis, je vais rapide, ici, aujourd'hui, on n'a plus vraiment cette opposition très forte, mais ça reste souvent dans les discours communs, cette différenciation entre les deux éléments. Et ce papier, 1990, a eu un succès pas exceptionnel dans le monde académique. Par contre, il y a eu quelqu'un qui allait faire un entretien avec Peter Salovey, qui après a écrit un bouquin, un ouvrage, qui est devenu un des ouvrages les plus populaires dans l'histoire des non-fiction books, modernes évidemment. Et ça, c'est Daniel Goleman, qui a écrit le book Emotional Intelligence, qui est la plupart des personnes connaissent, ils ont vu, si vous allez dans un aéroport, vous allez le retrouver encore aujourd'hui, 30 ans après qu'il a été publié, parce qu'il est publié en 1995. Le problème avec ces concepts, c'est qu'à cette époque, la recherche était limitée, évidemment. On parle de 1990, juste 5 ans après, un livre, un ouvrage de popularisation du concept. Et ce que Goleman a fait, c'était évidemment de prendre le peu de recherches qui existaient à l'époque, mais aussi de mélanger avec son expérience, ses idées, ses convictions. Et donc cet ouvrage est un mélange des sciences et aussi des opinions personnelles, on peut dire. Et c'était un bon ouvrage, parce que ça ouvrait clairement les concepts, ça expliquait, et c'était très parlant aux gens. Donc les succès parlent à faveur de cet ouvrage. Mais les succès viennent avec beaucoup de malentendus. Parce que ce qui est passé un peu dans la communication publique, c'était que l'intelligence émotionnelle était la chose la plus importante au monde. Juste pour dire, les sous-titres de l'ouvrage, c'est Emotional Intelligence, en anglais, c'est Why it can matter more than IQ.
Pourquoi ça peut être plus important que l'intelligence cognitive proprement dite. Mais les sous-titres, c'est « Why it can matter ». Par contre, dans la vulgarisation, dans comment les gens ont parlé de ces ouvrages, ils ont dit « Why it matters more than IQ », comme si c'était la chose la plus importante au monde. Moi, je travaille sur l'intelligence émotionnelle, je vous dis, ce n'est pas la chose la plus importante au monde, mais c'est très utile, surtout dans certains cas spécifiques. Le gros problème, c'est que ce concept est devenu un peu pop science dans la communication publique et les chercheurs, ils se sont retirés de ces mots. Moi, je me rappelle, fin des années 90, début des années 2000, j'étais un étudiant, master, début de doctorat, et moi, c'était un sujet que je ne pouvais pas toucher. C'était un peu maudit, si vous voulez, parce que si on parlait d'intelligence émotionnelle, on n'était pas sérieux, on n'était pas pris en compte comme des vrais chercheurs. Donc, on travaillait sur autre chose, les comportements non verbaux, la régulation des émotions, mais intelligence émotionnelle comme mot en soi, c'était absolument presque interdit dans la recherche. Évidemment, aux États-Unis, c'était un peu différent, mais ici en Europe, c'était très fermement contraire l'opinion. Les choses ont changé, on évolue. Et ce que je veux faire aujourd'hui avec vous, c'est de vous montrer un peu où on est en termes de conceptualisation. Donc, on partira de ça. Il y a deux conceptions d'intelligence émotionnelle. Et on regardera après avec une étude qu'on vient de faire, que je pense ça ouvre des perspectives et je pense que ça peut ouvrir des discussions et des interactions parce que j'espère d'avoir du temps pour interagir plus que juste de parler. Juste pour cette idée, c'était que récemment, il y a eu beaucoup d'attention pour ce concept aussi dans la société. Et moi, j'avais trouvé extrêmement intéressant que le maire de New York, il avait fait ses posts en Twitter, ou X, je ne sais pas si déjà avait changé de nom, ça m'avait vraiment surpris parce qu'il disait « When I was looking for our next police commissioner, I wasn't just looking for someone experienced or educated, mais quelqu'un avec l'intelligence émotionnelle pour to lead notre ville à travers cette période très difficile et plein d'espoir. » Donc même dans des communications presque officielles, il y avait ces termes qui ont vraiment pénétré dans la culture américaine surtout, mais aussi World Economic Forum 2017, Emotional Intelligence, What is it and why you need it. Donc c'est vraiment un concept clé. Mais je vais vous proposer, je suis en train un peu d'aller vite pour rattraper les temps, l'intelligence émotionnelle, vous donner une définition scientifique. Ça, c'est la définition de 1997. Et je vais vous lire, c'est une traduction faite, évidemment c'était en anglais, c'est une traduction faite par moi, donc pas nécessairement identique, mais je vais faire référence aux aspects plus importants. L'intelligence émotionnelle fait référence à un ensemble de compétences cognitives liées aux émotions, notamment la capacité à percevoir les émotions, accéder aux émotions et à les générer afin d'aider la pensée, comprendre les émotions et la connaissance des émotions, et avoir de la connaissance sur les émotions, et à réguler les émotions de manière réfléchie afin de promouvoir le développement émotionnel et intellectuel. C'est une longue définition. Mais il y a des éléments clés que je veux mettre en évidence. Le premier élément, le plus important, je pense, fait référence à un ensemble de compétences. L'intelligence émotionnelle n'est pas une chose. C'est plusieurs compétences que nous utilisons tous les jours. Et on a créé ces concepts pour les mettre ensemble, pour donner de la cohérence entre elles, entre ces compétences. Mais ce n'est pas une chose. C'est une série de compétences. Donc, même parler de quelqu'un qui est émotionnellement intelligent, c'est un raccourci pour en parler, mais concrètement, on devrait dire quelqu'un qui est bien à reconnaître les émotions des autres, quelqu'un qui est bien à s'exprimer, quelqu'un qui est bien à réguler ses propres émotions. Donc, c'est des compétences différentes qui ont à faire avec les émotions. Ça, c'est le premier élément. Donc, ce n'est pas une chose, mais c'est un ensemble de compétences. Et ce n'est pas des compétences, c'est des compétences cognitives. Ça, c'est le deuxième élément clé. Quand on parle d'intelligence, on parle des compétences cognitives à propos des émotions. Et c'est là qu'on trouve les liens entre le terme intelligence et le terme émotion. Parce que vraiment, on parle des compétences cognitives. Deuxième élément. Troisième,
et c'est aussi un élément clé. Moi, j'ai mis en évidence certains mots majuscules, percevoir, générer des émotions, comprendre, réguler les émotions. Ça, c'est des verbes. L'intelligence émotionnelle n'est pas une façon d'être, c'est une façon d'agir. C'est très différent. Ce n'est pas que je suis intelligente ou pas, mais est-ce que je me comporte de manière intelligente ou pas? Et ça, c'est la grosse différence. On va voir qu'il y a des conceptions un peu différentes par rapport à ça. Mais moi, je pense que ça, c'est un peu un élément clé. On parle de plusieurs compétences, on parle de plusieurs façons d'agir. On ne parle pas d'une façon nécessairement d'être. C'est une façon d'agir. Après, on peut discuter au niveau philosophique entre les deux. Mais c'est important, cet élément. C'est pour faire quelque chose. C'est pour faire face à quelque chose. C'est pour analyser des éléments, pour répondre aux défis de l'environnement. Et tout ça, c'est fait afin de promouvoir le développement émotionnel intellectuel, ou si vous voulez, à mieux s'adapter à l'environnement. Donc ça, ce sont les éléments clés que je voulais mettre en avant. On parle d'un ensemble de compétences. C'est des compétences cognitives et ils sont des façons d'agir. Mais il y a deux conceptions de l'intelligence émotionnelle. Évidemment, j'ai une préférence pour une conception, donc on parlera plus de ça, mais je vais vous montrer aussi une autre manière d'entendre l'intelligence émotionnelle, que même si ça démarre depuis la définition qu'on vient de voir, c'est effectivement un peu différente. Il y a intelligence émotionnelle comme un trait ou comme une habilité. Petite parenthèse ici. Pour une raison, j'ai des papiers que je vais vous montrer. Pour parler, pour moi, ça m'est plus facile de parler de EI pour dire Emotional Intelligence. Je sais, c'est prononciation en français, j'aurais dû IE, mais ça me devient plus compliqué aussi avec les papiers. Je vais devoir charger tout le temps depuis IE et EI. Je prends toujours l'acronyme en anglais, mais vous savez que EI, ça veut dire intelligence émotionnelle. C'est juste une façon de simplifier la communication, vu qu'il y a des parties en anglais, des parties en français, parce qu'on prend des papiers. Donc, trait EI, donc Emotional Intelligence, intelligence émotionnelle comme une série de traits, ou Emotional Intelligence comme une série de compétences, d'habilités. On commence par la première, que c'est un peu la plus traditionnelle, si vous voulez. Je vais revenir sur ça. On commence par ce que c'est une définition qu'on pourrait attribuer à trait EI. Dans ces cas-là, on parle de l'intelligence émotionnelle comme une multitude. Vous voyez qu'il y a toujours ces concepts de plusieurs choses qui sont mis ensemble. Par contre, on parle des traits non cognitifs, des dispositions comportementales et motivationnelles qui sont liées à une adaptation réussie aux exigences environnementales. C'est un peu différent de ce qu'on a vu avant. Parce que ici, les chercheurs dans cette conception, donc ici je vous mets Petrides, ils ont mis en évidence des éléments qui peuvent être plus similaires à des traits non cognitifs. Je vais vous montrer un modèle pour vous rendre un peu plus clair de quoi ils parlent, les chercheurs qui se reconnaissent dans cette perspective. Ce que c'est important, et je vais revenir sur la phrase en anglais, que c'est pris de cet article, c'est cette idée qu'on se rapproche un peu plus de la personnalité. On parle un peu moins des façons compétences cognitives, mais on parle des traits de personnalité, des dispositions envers les autres, envers les émotions. Je vous explique tout de suite. Parce que dans ces modèles qui des fois sont aussi appelés mixtes, parce que ça mélange plusieurs choses, il y a un mélange des traits avec des compétences typiques des Ability I qu'on a vu avant. Il y en a plusieurs modèles. Et la chose importante, c'est que dans ces conceptions, l'intelligence émotionnelle est liée à la personnalité plutôt qu'à l'intelligence cognitive. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je vous présente un modèle, le modèle de Petrides, qui ça rend plus concret la chose dont on parle. Selon ces modèles, qui est un des modèles les plus utilisés, quand on parle d'intelligence émotionnelle, on parle des 4 traits
globaux. Bien-être, maîtrise de soi, ce qu'on peut appeler émotionnalité, en anglais c'est emotionality, et sociabilité, ce qu'en anglais c'est appelé sociability. Donc c'est traduction un peu comme ça. Je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a dedans. Comme ça, vous allez comprendre de quoi on parle quand on parle d'intelligence émotionnelle selon les chercheurs de cette perspective. Quand on parle de bien-être, well-being, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un qui a un autre niveau d'intelligence émotionnelle, selon cette conception, c'est quelqu'un qui a une vision de soi comme quelqu'un avec du succès, avec de la confiance en soi. Donc, self-esteem, estime de soi. Quelqu'un qui, en général, est plutôt content, satisfait avec sa propre vie. Quelqu'un qui est optimiste, quelqu'un qui est confiante dans le futur. Donc ça, c'est des éléments de cette trait global du well-being. Un quart, hein? On parle de 4 traits globaux. Le deuxième, c'est la maîtrise de soi, self-control. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a évidemment la gestion des émotions, la gestion du stress et la gestion des impulses. Donc la capacité de ne pas agir s'il y a un impulse, pouvoir être réflectif and less likely to give into their urges. Ça veut dire que je ne réponds pas immédiatement, mais je peux détacher les stimulus de ma réponse, si vous voulez, entre termes. Vous voyez qu'il y a énormément de choses dedans. Si vous vous rappelez la définition que je vous donnais au départ, c'est un peu différent. Ici, on a des éléments comme l'estime de soi. On peut discuter. Il y a des éléments qui sont plus liés clairement à des compétences, donc gérer les émotions, réguler les émotions. Mais il y a des traits, des éléments qui sont plutôt stables. Optimisme, happiness. Donc. Mais qu'est-ce qu'il y a dans les 2 autres traits? Dans le troisième, emotionality, on a des choses qui sont très similaires à ce dont on parle dans Ability I. Donc la perception des émotions, mais aussi l'expression des émotions, la capacité d'avoir des relations satisfaisantes et la capacité d'être empathique avec les autres. Il y a vraiment plusieurs choses, comme vous voyez, donc je comprends qu'il peut être un peu bizarre, entre guillemets, mais ça, c'est les modèles qu'ils utilisent. Donc, c'est vraiment cette idée que tous ces éléments ont à faire avec l'intelligence émotionnelle, donc on peut les regrouper dans la vision de Emotional Intelligence. Et le dernier, Sociability, qui inclut Social Awareness, donc quelqu'un qui est capable d'avoir de bonnes relations avec les autres, gérer les émotions des autres, s'affirmer, s'adapter et se motiver à faire des choses. Il y a beaucoup de choses. C'est très complexe, mais c'est ça, ce sont les modèles qui sont utilisés souvent. Par contre, c'est important de dire que cette conception de l'intelligence émotionnelle a beaucoup de liens avec des bien-être, santé, succès dans les professions, dans l'organisation. Je vais vous montrer quelques résultats d'une méta-analyse plus tard. Mais comment on peut mesurer ça? Avec des questionnaires qu'on appelle self-report. Ça veut dire qu'on demande aux gens de s'auto-évaluer. Ce qu'on fait, c'est qu'on présente une série d'items. Exprimer mes émotions avec des mots n'est pas un problème pour moi. Et le répondant doit dire s'il n'est pas du tout d'accord, tout à fait d'accord, de 1 à 7. Avec un item pour chaque des éléments, ou plusieurs items pour chaque des éléments que je vous ai montré avant. Si vous voyez ça, vous comprenez ce qu'il y avait au départ. Trait I, ça implique la perception que les gens ont de leur propre monde émotionnel. Donc c'est une auto-évaluation de cette compétence. C'est pour ça que Trait I, ça peut être très utile parce que ça permet d'avoir des réponses de l'individu, mais en même temps, il y a des gros problèmes. Quels sont les problèmes de Trait I? Premièrement, ça c'est un problème que moi je vois comme plutôt clair. Dans tous les éléments qu'on a vus avant, il y avait des choses qui n'avaient pas grand-chose à faire avec les émotions, de mon point de vue. L'optimisme, ce n'est pas nécessairement à voir avec une réaction émotionnelle.
L'adaptabilité, oui, mais seulement dans certains cas. Automotivation, pas vraiment. Donc, il y a vraiment un problème de clarté conceptuelle. Et en conséquent, il y a tellement d'éléments dans ces modèles que c'est un peu difficile de justifier le fait d'avoir un concept unitaire et ça vaut plutôt la peine de parler des niveaux d'empathie, niveau de self-awareness, etc. Et en même temps, il y a un chevauchement substantiel avec les Big Five de la personnalité. Et dans ce sens-là, c'est vraiment redondant, on peut dire, pour certaines conséquences. Mais il y a deux éléments encore plus importants de mon point de vue que je vais mettre en avant. Et c'est ces deux éléments-là qui concernent vraiment la façon de mesurer l'intelligence émotionnelle. Et ça, c'est deux choses différentes. Désirabilité sociale, les gens vont répondre à ce qu'on pense que les gens veulent entendre. Mais moi, je vous propose cette question un peu à réfléchir. Mais est-ce que les gens sont capables d'estimer leur propre intelligence émotionnelle? Est-ce qu'on est vraiment capable de dire que nous sommes bien à exprimer nos émotions, ou à réguler nos émotions, ou gérer les émotions des autres? Je me rappelle, c'était 2010, donc ça fait un moment. J'étais à un postdoc, j'étais à Genève depuis quelques années, pas longtemps, mais j'étais déjà postdoc. Et il y avait la nouvelle volée des PhD qui ont fait partie de notre labo, de notre groupe de recherche. Donc il y avait ces groupes. Et il y avait une personne dans ces PhD qui était aussi une amie, déjà à l'époque, elle est toujours. Elle était allemande. Et on était déjà en confiance en ces moments-là. Et on a eu cette réunion de groupe avec les boss, les chefs d'équipe, les professeurs qui dirigeaient l'équipe, les postdocs qui étaient moi et un autre, et après il y avait les doctorants. Et moi je suis grandi, j'ai fait mes études en Italie, et il y avait toujours un peu de distance avec les profs. Donc il y avait les profs, même à la fin de mon doctorat, j'ai parlé au prof, lui donnant prof quelque chose, je ne vais pas faire les noms. Mais c'était toujours un peu de distance entre moi, les petits doctorants et les profs. Voilà. De toute façon, je m'étais habitué un peu à une façon différente d'interagir à Genève, mais ça restait un peu une distance. Réunion des groupes. Chacun présente les projets de recherche, les avancées plus récentes de les recherches. Et à un certain moment, il y a les profs, c'est-à-dire les directeurs de l'équipe, qui commencent à faire un commentaire sur une présentation, sur quelque chose qui a été présenté juste avant. Pendant qu'ils parlent, je vois que dans les coins, cette personne, elle fait un visage dégoûté. Et moi, j'étais vraiment surpris. Je dis, attends, je peux comprendre que tu n'es pas d'accord avec ce qu'il est en train de dire, mais tu ne vas jamais exprimer telle confrontation. C'est bizarre pour moi de voir ça. Et j'étais vraiment surpris. Je dis, j'espère que lui, il ne va pas remarquer ça, parce que sinon, on va avoir un conflit dans l'équipe et je ne sais pas quoi faire. Pourquoi elle exprime son désaccord de cette manière-là? Rien ne s'est passé. Le meeting a terminé. Après, en sortant de le meeting, je vais lui parler du côté. Je dis, attends, mais c'est bien que rien ne s'est passé. Mais les gars, qu'est-ce que tu dis? Ah non, tu sais, quand lui, il parlait de cette expérience, j'ai compris que toi, tu n'es peut-être pas d'accord, mais tu as fait vraiment un visage très dégoûté, très révolté. Je dis, c'était risqué s'il va répondre. Elle me regarde, elle me dit, j'ai fait quoi? Ah oui, toi, quand lui parlait, tu faisais vraiment comme ça. J'étais vraiment un visage dégoûté, révolté. Ah, j'avais absolument aucune sense awareness que j'étais en train de faire ça. Elle n'avait aucune idée de son comportement dans ces contextes-là. Moi, que j'étais externe, et pour moi, c'était un peu particulier comme comportement, j'ai remarqué ça. Mais pour elle, rien ne s'était passé. Elle n'avait jamais montré cette... Et effectivement, elle n'était pas d'accord. Hein, parce qu'elle dit, ah oui, je n'étais pas du tout d'accord. Enfin, j'étais même un peu fâché avec cette réaction. Mais ce n'était pas du tout ce que je voulais exprimer, évidemment. Même si on a une communication plus ouverte, on n'arrive pas à ce type d'expression. Et ça, c'est vraiment quelqu'un qui, par contre, elle est super... doué, mais dans ce sens-là, ça peut arriver que nous ne sommes pas capables d'estimer notre propre comportement émotionnel. Et ça arrive tout le temps. Je vous raconte. Moi, je raconte toujours des anecdotes. On verra si j'en ai des autres plus tard. Je vais aussi réfléchir à ce que ça va en ligne après.
Deuxième modèle dont je veux parler, et c'est le modèle que je pense est plus intéressant pour nous, c'est dont on parle comme Ability EI. Ability EI, je répète plus ou moins la même définition qu'on a vue avant, c'est une série de compétences cognitives liées au traitement et raisonnement sur les émotions, afin de promouvoir le développement intellectuel et émotionnel. C'est ce qu'on a vu avant. C'est juste les remis comme rappel. Mais concrètement, on a un modèle de référence principal. Et les modèles de référence principal, c'est ce qu'on appelle les modèles à 4 branches. Parce qu'il y a 4 branches. Et effectivement, chaque branche, c'est une compétence. Quelles sont les 4 branches et compétences? Une chose importante, dans tout ce que je vais vous présenter même après, il y a toujours une trajectoire des difficultés croissantes, ou si vous voulez, des complexités. Tout ce qui est en bas, c'est toujours plus simple par rapport à la compétence supérieure, la supérieure et la supérieure. Je vais vous présenter chacune de ces compétences, on parlera un petit moment de chacune, juste pour vous donner un peu une idée de quoi on parle. Au niveau plus bas, on a la perception des émotions, en soi et par rapport aux autres. L'utilisation des émotions pour faciliter la pensée, je vais parler un peu de ça parce que ce n'est pas évident. Comprendre les émotions et les langages émotionnels et la gestion des émotions. Ça, c'est plus en ligne avec ce qu'on a vu au départ. Et donc, quand on parle d'intelligence émotionnelle, concrètement, on parle de ça. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, chacune de ces compétences? Bien, on commence par la perception des émotions. Il y a plusieurs choses qui vont former notre compétence, notre habilité à percevoir les émotions des autres. Comme toujours, du bas vers le haut. Je ne vais pas les passer toutes. Vous avez après les slides, donc vous pouvez lire tout ça après. Mais ce qui est important, pour vous donner une idée, c'est identifier ses propres émotions dans ses états physiques, sentiments et pensées. Ça peut sembler la chose la plus simple, mais ce n'est pas du tout évident. Beaucoup de fois, si on demande à quelqu'un « Comment vas-tu ?», 99% des fois, je pense que la réponse est « Ça va bien, ça va pas très bien, ou ça va mal ». Pas au-delà de ça. Ça, c'est la subtilité de notre self-awareness. Par contre, si vous voulez vraiment vous engager dans une conversation un peu plus profonde avec quelqu'un, si vous voulez, parce qu'après, évidemment, des fois, on ne veut pas. La plupart des fois, on ne veut pas. C'est un signal pour aider la communication d'utiliser des mots plus précis. Je suis contente de ça, je suis satisfaite par rapport à ça, je suis très déçue parce que je n'ai pas obtenu ça, je suis triste parce que... Et ça, c'est quelque chose qui est utilisé aussi en recherche pour évaluer un peu la capacité de self-awareness, la granularité des émotions. Il y a et après, la partie ensemble, il y a la partie aussi des autres. Percevoir les émotions chez autrui à travers les comportements non verbaux, aussi dans l'environnement, dans l'art, dans les stimuli. Ça, c'est quelque chose que des fois, on laisse tomber, mais c'est aussi une manière de communiquer à travers les gens. Je vais juste jusqu'au bout, parce que je pense que ça, c'est quelque chose qui souvent, c'est très attirant pour les gens, la capacité d'identifier les expressions trompeuses ou malhonnêtes. Est-ce que quelqu'un est vraiment content? Il nous dit qu'il est content, mais il ne l'est pas. Disclaimer, moi j'ai travaillé sur les comportements non verbaux pendant pas mal d'années et j'étais toujours confronté à cette idée qui existe. On peut toujours trouver les vrais comportements, la vraie émotion derrière les comportements non verbaux, etc. Alors, oui, on peut, mais pas de cette façon claire, évidente et univoque, entre guillemets. Il y a toujours cette idée, je me touche les nez, ça veut dire que je suis en train de mentir. Si je regarde en haut, à droite, à gauche, je ne sais même pas, ça veut dire une chose. Ça ne s'applique pas. Okay? Dans la recherche, on ne trouve pas ça. On trouve qu'il y a effectivement des indices, si vous voulez, d'un état émotionnel qui ne sont pas communiqués oralement. Mais ça ne veut pas dire que quelqu'un est en train d'être explicitement malhonnête ou déshonnête, etc. Donc, c'est important d'être juste clair par rapport à ça. Donc, on ne parle pas d'avoir ce type de compétences, mais que dans la relation interpersonnelle, vous avez une sensibilité pour comprendre. Pensez aux personnes proches de vous. Si vous pensez à des personnes avec qui vous passez beaucoup de temps, vous avez la capacité des fois de comprendre
qu'il y a quelque chose qui se passe, même si vous dites que rien ne se passe. Il y a typiquement un peu là. Dans la couple, qu'on demande est-ce que tout va bien? Oui, il n'y a rien, mais effectivement, c'est vrai, on sait qu'il y a quelque chose qui ne passe pas. Donc, c'est un peu cette compétence-là, et nous utilisons tout le temps. Deuxième élément, deuxième compétence qui peut être surprenant, parce que ce n'est pas évident pour la plupart des personnes qui ne se sont pas intéressées à l'intelligence émotionnelle, c'est l'idée d'être capable de choisir, générer, se mettre dans une situation émotionnelle qui est propice, qui nous aide à une tâche. Si vous y réfléchissez, ce n'est pas quelque chose de très bizarre. Quand vous faites une tâche, vous voulez être dans un environnement, peut-être une tâche d'écriture, vous êtes dans un état de calme, avec pas de bruit qui passe autour de vous, peut-être pas des gens qui bougent autour de vous. Moi, j'ai 3 petits-enfants, je sais que travailler avec des enfants qui courent autour de vous, ce n'est pas évident pour certaines tâches. Par contre, on sait aussi, ça c'est la recherche qui démontre, que dans des situations où on a des tâches plus créatives, si on est dans un état émotionnel plus positif, on est capable de générer plus d'idées. Imaginez que vous avez une tâche créative à faire, ça peut vous aider de vous mettre dans un état émotionnel dans lequel vous êtes plus positif. Vous arrivez à générer plus d'idées, plus de perspectives différentes. Au contraire, vous pensez au sport, avant d'un match, n'importe quel sport vous pensez, les entraîneurs, ils travaillent aussi avec les athlètes pour les mettre dans l'état d'esprit qu'ils pensent soit plus propice pour faire une performance sportive. Et normalement, c'est les booster un peu émotionnellement, laisser confiance en soi, un peu de fierté, ça dépend des coachs, mais il y a vraiment cette idée derrière cette compétence, la capacité d'utiliser les émotions pour se mettre dans les bons états pour la tâche qu'on doit faire. La troisième branche, c'est la compréhension des émotions. La compréhension des émotions, c'est ce qu'il dit, tout simplement les termes, et c'est la capacité de comprendre les émotions des autres personnes. Et moi, je vais souligner un aspect qui, moi, je trouve très important. Donc, de tout ça, ce que je veux mettre en évidence, c'est cette partie-là. C'est pas juste, c'est pas la perception, hein. C'est pas à partir du comportement que je dis il est triste, il est content, il est fâché. Mais c'est à partir de la situation. Ça veut dire que vous pouvez, par exemple, imaginer que quelqu'un qui doit faire une présentation, qui doit présenter un séminaire avec des soucis techniques, puisse avoir une anxiété qui se débloque parce que la technologie ne l'aide pas dans ce qu'il doit faire. Vous vous mettez dans la peau de quelqu'un et vous dites « Ah, il est peut-être anxieux pour ce qui se va passer. » Pour ce qui est en train de passer en ce moment-là. Quand vous faites un cadeau à quelqu'un, vous imaginez, j'imagine, que la personne va réagir d'une certaine manière. Vous dites « Ah, il va être content, elle va être surprise. » Ou si vous faites une blague, il va être dégoûté pour ce qu'on va rigoler, on va rigoler de ça après. Ça, c'est cette compétence-là. Non, c'est vraiment une chose très concrète que nous utilisons tout le temps. C'est la capacité de dire, ah, vous devez donner une nouvelle. Prenez votre place de travail ou votre recherche, vous avez reçu une nouvelle, vous devez la communiquer à quelqu'un. Vous imaginez la réaction de cette personne. C'est cette compétence-là. Dernière, et c'est la plus difficile, si vous voulez, la plus avancée, c'est la gestion des émotions. Et ça, il y a deux côtés de la gestion des émotions. Il y a la partie intrapersonnelle et il y a la partie interpersonnelle. La partie intrapersonnelle, c'est la compétence de régulation émotionnelle, comme on dit souvent. C'est comment moi je suis capable de réguler mes propres émotions. La régulation interpersonnelle, c'est comment j'ai réagi vis-à-vis d'une personne qui est fâchée avec moi, qui est triste, qui est contente. Ça, normalement, alors moi j'ai l'opportunité de souvent d'interagir avec des managers, des professionnels dans les contextes organisationnels parce que c'est dont je m'occupe souvent. Et quand on arrive à ce moment-là, tous les managers du monde pensent « Ah, moi je suis très bien à gérer, ah, il y a toujours quelqu'un qui est fâché, moi j'ai l'expérience, je sais comment gérer et tout ».
Et je lui pose toujours la même question, et c'est quelqu'un commence à pleurer, vous faites quoi? La plupart des gens ont de la difficulté à gérer des émotions qu'ils n'ont pas vraiment vécues avant dans ces contextes-là, qu'ils n'ont pas de l'expérience. Et on va revenir sur cet aspect-là de l'expérience. Et donc, la gestion des émotions, c'est très complexe. Si vous avez des enfants, vous savez que c'est peut-être difficile des fois de gérer la colère, mais des fois c'est plus difficile de gérer la tristesse. Parce que si aussi vous souffrez l'empathie, etc., on parle. Dans les contextes du travail, la colère, un contexte organisationnel traditionnel, la colère, ça fait partie de la vie quotidienne. Donc la gestion de la colère, c'est une des tâches, c'est une des compétences qui est cherchée par les managers. La gestion des moments de difficulté qui peut déclencher une tristesse, une réaction de pleurs, c'est quelque chose que les managers ne sont pas formés, par exemple, souvent. Et ils ne savent pas quoi faire. Mais ils ne pensent pas que ça fait partie de la même compétence. Et c'est intéressant de voir comment la gestion des émotions change énormément d'un contexte à un autre. Si on travaille dans les contextes d'urgence, on sait que ça, c'est l'anxiété, la peur, on sait que c'est quelque chose qui arrive souvent. Je parlerai plus tard d'un autre contexte si on a l'opportunité, parce que selon les types de travail, il y a une charge émotionnelle différente et aussi des émotions différentes. Je pense que j'ai rattrapé le retard que j'avais. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est qu'on parle d'Ability AI, on parle des 4 branches qu'on a vues ensemble. Je vais les mettre ensemble, comme c'est plus facile. La perception, la gestion des émotions, l'utilisation des émotions, c'était la pensée, la compréhension des émotions et la gestion des émotions. Comment on mesure ça? Avec des tests de performance. On a vu des tests basés sur le modèle Trait AI, que c'est des affirmations, demandant si vous êtes d'accord, pas d'accord, de 1 à 7. Dans Ability AI, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des tests liés aux tâches qu'il faut faire. Les tests les plus connus s'appellent Myers, Salovey, Caruso, Emotional Intelligence Test, Mesquite, les auteurs que vous avez vus avant. Mais moi, je ne vais pas vous présenter ça, je vous montre les tests que j'ai développés pour vous donner une idée des items qu'il y a dedans et parce que c'est connecté à ce qu'on va faire à la fin. Ça, c'est un autre exemple, mais je vais me concentrer sur celle-là. Ça, c'est un test qu'on a publié et qui a été, honnêtement, je suis très content de ce test-là parce que c'est un test à la fois scientifiquement valide qui est utilisé par des dizaines de laboratoires maintenant dans le monde, mais c'est aussi un outil qui est utilisé dans les organisations. Donc c'est un test qui a aussi de l'impact, on peut dire, dans la vie réelle. Donc moi j'aime ce côté appliqué de mes recherches. J'aime bien si quelque chose que nous faisons peut avoir un impact à l'extérieur. Et ce test-là, c'est un bon exemple de ce type de lien entre l'université et la société. Voilà. Et ce test inclut 4 sous-tests, 4 compétences. Il y a la reconnaissance des émotions et la compréhension des émotions qui sont les mêmes identiques que vous avez vus dans les modèles de Myers et Salovey. Par contre, on a laissé tomber complètement la dimension, l'émotion qui facilite la pensée, parce que c'est très compliqué à mesurer. Et aussi, je ne vais pas ouvrir la discussion sur ça parce que c'est une longue discussion, il y a énormément de problèmes psychométriques, de validité théorique. Cette dimension-là ne fonctionne pas très bien. On ne fonctionne pas autant bien que les autres. Par contre, on a splitté la dernière compétence, gestion des émotions, en 2, dans le sens dont je viens de dire, intrapersonnel, régulation des émotions, et interpersonnel. C'est très différent comment je gère mes émotions. C'est une compétence très différente comment je gère mes émotions de la façon de répondre aux émotions des autres. Et on a fait un test qui mesure ces 4 compétences. La chose importante des tests de performance, c'est que pour chaque item, il y a une bonne réponse et des mauvaises réponses. Donc vous avez des points si vous choisissez les bons comportements et vous n'avez pas de points si vous choisissez les mauvais comportements.
comment est défini les bons comportements, les mauvais comportements. Dans notre cas, juste pour donner un peu de critères, on avait 3 éléments qu'on a mis ensemble. On voulait une validation théorique, donc on voulait qu'il soit ancré dans un modèle théorique. Je ne vais pas parler en détail parce que ce n'est pas les contextes. Mais toutes les questions, tous les items, toutes les réponses sont basées sur le modèle théorique. Une validation avec des experts, emotion experts, mais aussi des managers haut placés, et aussi population générique, donc au sens plus large. Consensus scoring, on dit ça. En mettant ensemble ces 3 critères, on a pu choisir les bons comportements, les bonnes réponses pour chaque. Je vous montre. Alors ça, je ne vous montre pas la vidéo parce que ça ne fonctionne pas vu que je suis sur cet ordi. Mais ce que, pour la reconnaissance des émotions, chaque participant voit une série de vidéos. Donc les vidéos, c'est plein écran, hein, donc ce n'est pas petit chaque écran. Et après, une fois qu'il a entendu, il a regardé l'acteur, il va choisir c'est quoi l'émotion qui a été exprimée dans cette vidéo. Toutes ces vidéos ils sont issues d'une base de données qu'on a développée il y a presque 20 ans, qui ont été validées avec des centaines, maintenant utilisées dans centaines d'études, qui sont censées bien présenter certaines émotions d'une façon non stéréotypique par contre. Donc on n'a pas donné des consignes aux acteurs de comment exprimer les émotions, c'était spontané, mais en même temps on a validé que les gens peuvent effectivement apercevoir ce type d'expression. Donc concrètement, c'est 42 vidéos avec son très court, hein, 1-3 secondes. Ils disent rien, ils disent « Nekalibam sudmolen », ça ne veut rien dire. Et on a créé cette phrase d'une façon qu'ils puissent articuler une phrase. Et après, ils vont choisir une émotion dans les 14 qui sont proposées. La deuxième, la compression des émotions. Attendez à lire, je vais vous lire, on va faire ça ensemble. On demande aux gens de se mettre dans la peau de quelqu'un dans une situation. Et on dit, c'est quoi l'émotion la plus probable que la personne dans cette situation-là est en train de vivre. Ça, c'est un exemple. Et c'est John, suite à un séminaire, afin d'obtenir une qualification qui sera décisive pour sa future carrière. Durant le séminaire, son voisin de bureau lui pose sans arrêt des questions. Quelle émotion John est-il le plus susceptible de ressentir? On n'a pas le temps de faire, normalement, je demande, on discute, etc. Chacun d'entre vous peut choisir une émotion qui pense que c'est la plus susceptible, la plus probable que John il est en train de ressentir en ce moment-là. Fierté, joie, intérêt, soulagement, ennui, tristesse, honte, culpabilité, inquiétude, peur, dégoût, mépris, irritation et colère. 3, 2, 1. Irritation. Typiquement, on a 2 types de confusion dans ces contextes-là. On a une confusion avec colère, évidemment. Et ça, si vous voulez, on prend, pas maintenant, mais on prend le temps après, pourquoi irritation est différente de colère. Et d'autres qui disent intérêt. Parce qu'en fait, il ne prend pas en compte la deuxième partie de la situation. Il se concentre sur le fait qu'il y a un séminaire très important pour lui. Et effectivement, c'est très probable qu'il a de l'intérêt au départ. Mais ce n'est pas l'émotion. Donc ça, c'est aussi intéressant de voir comment les gens peuvent se concentrer sûrement sur une partie de l'information. Irritation et colère, parce que colère, ça implique aussi la volonté d'être menaçant. Donc c'est agency dans le fait d'un... Il serait en colère s'il pense qu'il fait ça exprès pour les déranger pendant l'événement ou s'il est dans une situation où il peut exprimer sa colère de façon explicite. Donc l'émotion la plus probable, je souligne la plus probable, ce n'est pas sûrement, plus probable c'est irritation. Je peux vous dire qu'il y a un bon consensus sur cette idée. Donc deuxième compétence. Troisième compétence, régulation émotionnelle. Dans ces cas-là, on parle de la régulation intrapersonnelle. Qu'est-ce qu'on fait? Toujours des situations, des mises en situation, et on demande quelque chose comme ça. Vous devez exécuter une tâche très complexe pour laquelle vous n'avez pas été formé. C'est un contexte organisationnel, hein, ces tests-là, toujours. Votre supérieur vous dit que chaque erreur peut mener à de lourdes conséquences pour votre société, et cela vous inquiète beaucoup. Que pensez-vous?
Dans les instructions qui sont fournies avant cet item spécifique, c'est l'idée d'essayer de répondre de la façon dont vous penserez, qu'est-ce que vous allez réfléchir quand vous êtes dans cette situation-là, quelles sont les façons de penser les plus probables pour vous. Et ici, il y a 4 options. Il y a 2 options qui sont positives, si vous voulez, qui sont adaptatives, et 2 options qui sont maladaptatives. Qu'est-ce que ça veut dire? Les options adaptatives, ça correspond à des stratégies de régulation émotionnelle qui sont censées réduire l'inquiétude. Il y a 2 options qui correspondent à des façons de penser qui ont défini maladaptatives, parce que si effectivement on a ce type de pensée, on ne va pas réduire l'inquiétude. On va la booster, on va la garder. Donc, les participants doivent choisir 2 options. Il y a demi-point pour chaque, s'il prend chaque bonne option. Les 4 options, c'est vous pensez aux façons d'éviter des erreurs et de satisfaire les attentes. Vous pensez que la société aurait dû mieux vous préparer à cela. Vous pensez que c'est en fait un honneur d'avoir été assigné à cette tâche très importante. Vous vous demandez pourquoi, parmi tous les employés, c'est à vous qu'il incombe d'effectuer cette tâche. C'est un item plutôt facile. Les 2 façons de répondre qui sont positives sont évidemment la première et la troisième, qui correspondent à des stratégies que nous appelons de planning ou réappraisal. Ce n'est pas un séminaire sur la régulation émotionnelle, donc je ne vais pas en détail. Mais c'est l'idée qu'ici, on se concentre sur les choses à faire plutôt que ce qui s'est passé avant. Et réappraisal, je vais réévaluer les choses qui se sont passées de manière plus positive, si vous voulez. Les 2 autres, c'est des stratégies maladaptatives que nous appelons other blame, donc on donne la faute à quelqu'un d'autre. Et catastrophizing, on la rend quelque chose d'encore pire de ce qu'il est déjà. Je veux juste un moment sur ça, parce que j'ai souvent les commentaires, mais c'est leur responsabilité, c'est la faute, c'est à eux, ça ne fait pas... Pourquoi je ne peux pas donner la faute à quelqu'un d'autre? Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que ce n'est pas une stratégie qui va réduire votre inquiétude et votre état émotionnel négatif. Vous allez vous rester dans cette idée, je ne suis pas prêt, c'est la faute à eux, peut-être qu'ils voulaient me mettre en situation de difficulté, est-ce que je dois être plus attentif à ce qui va passer dans le futur? Donc c'est vraiment quelque chose qui n'aide pas à réduire l'intensité de l'émotion. C'est dans ce sens-là qui est maladaptatif. 4e compétence, c'est la gestion des émotions. Donc, dans ces cas-là, c'est quelqu'un d'autre qui est en train de vivre une émotion et nous allons réagir. Ça, je vous laisse... Je ne sais pas si j'ai mis la bonne réponse. Ah, j'ai oublié de mettre la bonne réponse. Pas grave, on laissera avec. Vous êtes la personne responsable de la formation de nouveaux employés et de les familiariser avec les politiques de sécurité de l'entreprise. Vous avez beaucoup de travail à faire et ces règles sont très importantes. Pendant les cours, vous constatez qu'un participant ne prend pas les cours au sérieux et alors vous l'avertissez. Après les cours, vous la trouvez en train de violer les règles de sécurité à plusieurs reprises et à chaque fois, vous lui expliquez soigneusement pourquoi son comportement est mauvais. Le lendemain, vous la trouvez ne pas respecter les règles encore une fois. Lorsque vous la confrontez, elle répond d'une manière très fâchée que ces règles sont inutiles. Qu'est-ce que vous faites? Il y a des options. Vous lui dites explicitement que c'est sa dernière chance, la prochaine fois qu'elle enfreindra une règle, elle sera suspendue de son travail. Vous lui dites poliment que vous comprenez qu'il y a probablement trop de règles, mais qu'elle devrait essayer de respecter au moins les plus importantes. Vous pensez qu'après tout, c'est son problème et vous avez déjà fait tout ce que vous pouviez, alors vous quittez la pièce sans dire un mot. Vous lui dites que vous seriez heureux de lui donner une autre semaine de formation si elle s'y engage. Il y a aussi une 5e option que je n'ai pas mis parce que ça ne rentrait pas, mais c'était une mauvaise option. Donc, je ne l'ai pas ajoutée. Comme vous voyez, la chose importante dans ce type de test, c'est qu'on essaye d'être concret. Quand je fais des role-play avec des gens, je pose une situation comme ça, ils disent « Ah, je vais rester calme, je vais lui expliquer ça et ça ». Qu'est-ce que ça veut dire, je reste calme? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement que je vais lui expliquer ça? Dites-moi exactement les mots de la manière que vous faites.
Et avec ces tests, évidemment, on n'a pas cette granularité et finesse d'une présence vis-à-vis, mais on essaie d'être le plus concret possible par rapport au comportement. Okay? Est-ce que quelqu'un a une opinion? Ah si, en effet, ça, il n'y a pas la réponse, donc je vous l'ai dit. Je vous explique. Alors, est-ce que quelqu'un pense que la numéro... Oui, c'est plus une question qu'une réponse en choix. C'est pas plutôt de la manipulation dans ce cas, parce que là, on a tous envie de dire la réponse 1, qui du coup n'est pas émotionnellement peut-être très intelligente, dans le sens où on va lui rentrer dedans, et c'est peut-être pas le plus constructif pour que par la suite, elle intègre les règles. Mais du coup, on va peut-être répondre quelque chose de plus diplomatique. Mais dans ce cas-là, c'est pas vraiment ce qu'on pense. Donc oui, on gère ses émotions, on s'adapte, mais est-ce que... Enfin, je sais pas. Je vous dis que la bonne réponse, c'est la une. Ah, c'est la une? Si. Parce qu'il y a une série d'éléments, c'est des règles très importantes. Ce n'est pas quelque chose sur lequel on peut négocier. C'est des règles. Ce n'est pas qu'on décide de se faire une tâche petite. C'est une tâche très importante. Il y a eu déjà toute une histoire des relations avec la personne et il ne prend pas en sérieux. Donc s'engager pour faire quelque chose, ça ne vous donne aucune garantie que la prochaine fois, ça va marcher. Vous avez essayé toujours avec une certaine politique. Donc, et c'est ça une chose très intéressante et très importante. Merci parce que vous m'avez donné l'occasion pour en parler. Être intelligente émotionnellement, ça ne veut pas dire d'être gentil avec tout le monde tout le temps. Ça veut dire d'être capable de raisonner sur les émotions. Ça veut dire être capable de répondre à des situations émotionnellement difficiles. Bon, après, on espère que tout le monde soit gentil avec tout le monde tout le temps. Mais ce n'est pas ça. Ça, c'est un autre élément. C'est d'être gentil. L'intelligence émotionnelle, c'est vraiment la capacité d'analyser la situation où il y a des émotions et c'est quoi la meilleure façon d'y réagir, d'y faire face. C'est exactement ça. Donc, dans ces cas-là, qui veut la désirabilité sociale, il pense, etc., va choisir une option de collaboration, ça on appelle collaboration. Ça on appelle confrontation, compétition, donc on y va contre. On dit non. On fait ça avec des enfants des fois. Ça ne veut pas dire par contre... on peut travailler un peu plus sur la réponse, hein. C'est un item d'exemple, ce n'est pas un item du test. Je dois aussi restreindre les textes parce que sinon c'est trop long. Mais c'est vraiment l'idée qu'on fixe un cadre émotionnel dans lequel nous, on décide comment agir. Si après, on peut en parler après. Je veux par contre passer parce que c'est important qu'on prenne le temps de voir ce que je veux vous montrer à la fin. 4 choses rapides, mais très importantes. Donc, tests d'intelligence émotionnelle, ils sont faits comme ça. Rappelez ça parce qu'après, on va voir qu'est-ce que ça donne dans une étude plus récente. Une question que je reçois tout le temps, donc j'anticipe une question que je pourrais recevoir après, est-ce qu'on peut entraîner l'intelligence émotionnelle? Si vous êtes toujours avec moi, vous vous rappelez que j'ai commencé en disant que c'est des compétences pour faire des choses. Donc on peut apprendre à faire des choses. Donc ça va sans dire qu'on peut améliorer l'intelligence émotionnelle. Mais ce n'est pas juste moi qui le dis, ce n'est pas mon opinion. Il y a une méta-analyse très récente qui effectivement montre comment on peut entraîner l'intelligence émotionnelle. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a plusieurs façons d'améliorer l'intelligence émotionnelle. Ça fonctionne plutôt bien, et ça, c'est à travers 58 études. Donc, ce n'est pas juste une étude qui est faite une fois avec une population spécifique, mais c'est vraiment quelque chose que maintenant on sait. Donc, il y a une manière scientifiquement fondée d'entraîner les compétences émotionnelles ou l'intelligence émotionnelle selon votre perspective. C'est les concepts ou les compétences en soi. Mais pourquoi ça nous intéresse? J'ai pris 3 choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails de chacune parce que chacune, c'est un séminaire en soi. Mais ce qu'on peut conclure aujourd'hui par rapport au rôle de l'intelligence émotionnelle dans les organisations, santé, bien-être et réussite scolaire, c'est, je vous montrerai très rapidement, que le niveau d'intelligence émotionnelle est un prédicteur de la performance dans le monde du travail. Ça, il y avait, ils ne sont pas mis, mais le nombre d'études, c'est très grand. Il y a 2000 personnes, 1200 dans ces cas-là. Ce que vous pouvez voir, c'est quand la performance au travail est jugée par un critère objectif, comme on dit, on demande à quelqu'un d'évaluer la performance,
les deux éléments mixtes, donc trait et ability, ils sont des bons prédicteurs de la performance. Par contre, quand on demande aux gens de s'auto-évaluer, c'est seulement le mixed EI. Donc ça reste un peu dans cette idée que l'auto-évaluation de ce type de compétences se limite si on ne prend pas en compte les bonnes mesures. Santé et bien-être, pareil. On a des études qui, avec presque 20 000 personnes au total, ils démontrent que l'intelligence émotionnelle est associée avec la santé et la mental and psychosomatic health, donc aussi la santé mentale. Je ne suis pas présentant une étude, c'est juste pour vous donner pourquoi on s'intéresse à l'intelligence émotionnelle. Parce que c'est un prédicteur de job performance dans le monde du travail, c'est un prédicteur du bien-être au niveau de santé dans toutes les populations. Et aussi au niveau du well-being, on trouve ça en termes de la composante cognitive du well-being, mais aussi la composante affective. Le well-being est basé sur des éléments cognitifs et affectifs, mais en gros, ça reste confirmé aussi dans ce sens-là. Et il y a une étude qui est intéressante, qui mélange training, sur cet aspect-là, qui a été faite en Belgique par une collègue. Elle avait fait une étude sur l'état de santé de presque 10 000 personnes. Il avait corrélé ça avec les données par rapport à l'assurance maladie, le nombre de problèmes de santé qu'ils avaient. Ils avaient trouvé qu'il y avait une corrélation très forte par rapport à ça et les nombres de fois que les personnes utilisaient des soins et des dépenses, parce que c'était lié aussi aux aspects des dépenses liées pour la santé. Après, c'est que des études cross-sectional, donc on étudie les gens, on ne fait pas des manipulations pour voir s'il y a une amélioration. Ça, c'est un élément important à souligner. Et la dernière chose que je vais dire, c'est aussi en termes de réussite scolaire, il y a une bonne, sur 42 000 participants au total, hein, on a l'intelligence émotionnelle est associée avec la performance académique très clairement. Par contre, elle est plus associée dans des sujets qui ne sont pas mathématiques ou la programmation, donc c'est des sujets plutôt interpersonnels. Nous, on a fait des études avec des étudiants dans l'école hôtelière de Lausanne. On a publié un article qui démontre effectivement que leur niveau d'intelligence émotionnelle mesuré au départ, donc la mesuré avant qu'ils commencent, prédit les notes à des cours qui sont plus liés à l'interaction interpersonnelle. Une année après. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve tout le temps. Et par rapport aux organisations, on retrouve que c'est très important pour toutes les professions, ça j'ai oublié de dire, qui sont à high emotional labor, on dit. Ça veut dire qu'ils demandent beaucoup d'interaction avec les autres, ils sont très demandants comme les professions d'urgence ou avec des clients. Et je vais terminer avec cette partie-là sur laquelle j'aime un peu plus discuter, éventuellement surtout à la fin. Parce que tout ce que je vais vous présenter jusqu'à maintenant, c'est un peu les conceptions, la théorie. Je vous mets très rapidement, désolé, dans 5 minutes, des milliers d'études dans 3 slides, milliers, non, mais des centaines et centaines d'études dans 3 slides. Mais juste pour vous dire on sait que l'intelligence émotionnelle prédit plein de choses qui sont importantes. Par contre, maintenant tout le monde parle d'artificial intelligence, de AI. Et j'ai parlé aussi des fois avec des journalistes, etc. Et ça, c'est la question qui revient tout le temps aussi. Est-ce que les machines ont de l'intelligence émotionnelle? Qu'est-ce que ça veut dire? On entend souvent, l'intelligence émotionnelle artificielle va remplacer les gens. Mais ce qui reste à l'être humain, c'est les émotions, les savoir-faire d'interagir avec les autres. Donc ça ne vont jamais être repris par l'intelligence artificielle. Et ça, pour certains, ça peut être quelque chose de très récent. Mais moi, aux mêmes époques dont je m'approchais au concept d'intelligence émotionnelle, moi j'étais toujours un peu geek, un peu nerd, j'aimais les gadgets, les choses technologiques. J'étais aussi intéressé aux ordinateurs, à l'interaction. Et en 1997,
une personne avec qui j'ai travaillé, qui était une des superviseurs de mon PhD après, elle m'a donné un livre qui s'appelait Affective Computing. C'était 1997, il y a 30 ans presque. Et Rosalind Picard, qui était la directrice du MIT de Boston, etc., avait fait ce livre pour commencer à aborder la question de l'interaction entre computing et émotion. À l'époque, l'intérêt était vraiment sur les machines, sur les robots, sur les computers, sur les ordinateurs. Ce n'était pas comme les algorithmes. On parlait vraiment des objets. Parce que 30 ans, on parlait d'objets. Et dans cet ouvrage, elle parle d'affective computing comme spécialement lié à 3 compétences. Est-ce qu'on peut donner aux machines, aux ordinateurs, la capacité de percevoir, reconnaître les émotions des autres? Vous voyez, c'est la première compétence de l'intelligence émotionnelle. Deuxième, est-ce qu'on peut comprendre l'état et les émotions des gens, deuxième compétence, et s'adapter? Donc, créer des machines qui peuvent s'adapter à l'état émotionnel des gens. Et dernier niveau, est-ce qu'on peut avoir des machines qui ont des émotions? Ça, c'est qui est toujours un peu de la science fiction, qu'on regarde toujours. Mais ça, c'est le dernier niveau. Ce n'était pas vraiment quelque chose qui, à l'époque, je trouvais très intéressant, parce que je voyais, j'aimais lire des livres sur ça, mais pas vraiment au niveau recherche. Mais il y avait quelque chose avant. Et on parlait vraiment d'ordinateurs, des machines. Je me rappelle qu'il y a un des exemples qu'elle faisait, c'était une souris avec des capteurs intégrés qui pouvaient détecter notre état de stress, ou une voiture avec quelque chose intégré dans pour des volants, pour prendre en soin en compte l'état émotionnel. Les caméras, vous avez vu peut-être caméras qui, quelqu'un maintenant, ils ont pour quelqu'un qui dort, mais aussi c'était quelqu'un qui était trop fâché dans les voitures, quand il conduisait une voiture. 30 ans après, ça c'est 2023, dans les âges, j'ai mis 2003, c'est une erreur, mais Nature sort avec... On a un Brave New AI Era. Parce que maintenant, c'est très popularisé, c'est très vulgarisé. Et c'est vraiment quelque chose dont je n'ai pas besoin de parler pourquoi maintenant on parle de ça. C'est partout, on parle de ça souvent, c'est même dans les frigories, il y a vraiment partout dans tous les appareils ménagers en plus. Et si on regarde dans la presse, on trouve des choses comme ça. L'intelligence artificielle, c'est intéressant parce que il y a 5 ans, cet article, ce serait l'ordinateur peut reconnaître. Ce n'était pas l'IA, c'était l'ordinateur. On a fait un changement de paradigme. On n'est plus dans les objets, on est dans la façon de penser, intelligence émotionnelle, intelligence artificielle. Et ça, c'est un article qui est sorti sur la Tribune de Genève. Donc, je peux vous dire, j'en ai travaillé avec eux, en général dans ce domaine. Si vous demandez à quelqu'un qui s'occupe de la reconnaissance des émotions, il vous dit, c'est fait. On a des machines, des caméras, des algorithmes qui peuvent le faire. Vous pouvez l'utiliser, c'est fait. Il y a même des open access, c'est disponible. Après, on peut discuter si c'est vraiment utilisable dans un contexte scientifique ou pas, si c'est les bonnes manières de faire. Mais selon les chercheurs dans ces domaines, les applications existent. Ils sont là, il n'y a plus rien à faire, concrètement. On fait faire autre chose. Mais une caméra qui peut dire si la personne est contente, fâchée, triste, surprise, il n'y a plus de questions par rapport à ça. Donc, c'est le premier niveau de ce qu'on a vu, affective computing. Après, ce jour dans la presse, on trouve des choses comme un modèle mathématique souhaite aider l'IA, toujours, à anticiper les émotions humaines. On rentre dans le deuxième niveau. Est-ce que les machines peuvent comprendre, pas percevoir, reconnaître l'émotion des utilisateurs et s'adapter? Et ça, je vais vous présenter ma recherche qui implique un peu cet aspect-là, si vous voulez. Et la troisième dimension, qui reste toujours dans la presse, donc 2023, 2024, 2023, c'est des choses très récentes. Imagining a world where machines feel, on n'y est pas là, mais je ne sais pas. Par contre, c'est quelque chose qu'on retrouve 30 ans après de ce qu'on avait vraiment dans un livre qui était avant son époque, franchement.
on vient à notre étude et à ce qu'on sait. Si vous avez jamais utilisé une LLM, donc ChatGPT, si vous voulez, juste pour faire un nom, on a cette sensation qu'il semble posséder, avoir des connaissances sur des concepts psychologiques au sens large, personnalité, theory of mind, empathie, même si ces algorithmes ne sont pas vraiment entraînés avec les papiers scientifiques. Et juste avant cet après-midi, j'ai juste posé la question à ChatGPT, juste pour tester, pour voir. Je lui ai dit, qu'est-ce que je dois faire pour aider quelqu'un qui souffre? Tout simplement, c'était ça les prompts, rien d'autre. Ça, c'est la réponse qui a sorti. Copier-coller, je n'ai rien fait. Pour aider quelqu'un qui souffre, on peut l'écouter avec bienveillance. Laisser la personne s'exprimer, dire « je suis là pour toi », reformuler ses propres mots. Ça, c'est des choses que même des psychologues, ils auraient de la peine à mettre de cette manière schématique et claire. Ça va au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer il y a 20 ans. Parce qu'ils proposent vraiment des solutions. Je ne suis pas en train de dire qu'ils sont les corrects, c'est les bons, c'est la meilleure façon d'agir. Mais le simple fait qu'en 10 secondes, il peut sortir quelque chose comme ça. Par contre, si vous demandez à un psychologue qui travaille dans ce domaine-là de vous sortir les 5 meilleurs, ça va prendre plus de temps. Et ça ne va pas être nécessairement autant précis. Donc, c'est clair qu'il a des connaissances. Mais est-ce que c'est juste une impression ou ça va au-delà de ça? Donc, nous, on s'est posé la question. Ça, c'est une étude qu'on n'a pas encore publiée, par contre. Donc, vous êtes les premiers qui l'entendaient. Ce n'est pas publié, on ne l'a jamais présenté à aucune conférence. Est-ce que les connaissances des LLM sur les émotions sont bonnes? Est-ce qu'elles sont précises ou c'est juste du blabla? Cette étude, on a pris 6, parce qu'il y a 2 versions de ChatGPT qu'on a utilisées. On a pris 6 LLM actuels. ChatGPT, 2 versions, Copilot, Claude, Gemini, DeepSeek. C'est très connu. Qu'est-ce qu'on a fait? On a donné 5 questionnaires de Ability AI. C'est pour ça que j'ai insisté avant de vous montrer les items. On a 2 tests sur la compréhension des émotions, dont celui que vous avez vu. 2 tests de régulation des émotions, dont un des 2, c'est le test que je vous ai montré. Et un test de gestion des émotions, qui c'est aussi un des tests que vous avez vu. Et on a donné, je ne sais pas si c'est dans la prochaine slide, mais de toute façon, on a donné ces tests à ces 6, il y a 2 versions de ChatGPT, LLM. Ce qu'on a fait, parce qu'on ne peut pas juste poser une fois, de façon scientifique, on a demandé, c'est 6 fois, c'est 5 questionnaires, pardon, oui, pour 10 fois, on a demandé à chaque LLM de faire 10 fois, de répondre au test 10 fois, dans des interactions différentes. Donc, il ne peut pas utiliser ce qu'il a répondu la première fois dans la deuxième. Ça, c'est la réponse si on compare les LLM vers les êtres humains. Les LLM, ils donnent la réponse correcte dans les 81% des cas, à travers tous les questionnaires et à travers toutes les réponses. Les êtres humains, dans toutes les études de validation, 56%. Si nous utilisons les tests d'intelligence émotionnelle qui sont utilisés quotidiennement pour évaluer l'intelligence émotionnelle des gens, les LLM font mieux. C'est en moyenne. Il y a des gens qui font mieux. Mais la différence est substantielle, est clairement significative, parce qu'on parle d'énormément. Mais ça veut dire qu'avec ce type de questions, c'est quoi les meilleurs comportements dans ces cas-là? C'est quoi l'émotion la plus probable? Vous avez vu les types d'items. On pose une situation, on dit c'est quoi l'émotion que cette personne va expérimenter dans ces cas-là? 81% des cas, la réponse correcte. Et on parle de compréhension, régulation et gestion des émotions. On ne parle pas des calculs, on ne parle pas des stratégies génériques, on pose des scénarios spécifiques. Ça, c'était déjà quelque chose. Après, on a aussi comparé
c'était quoi les bonnes réponses qui étaient données par les participants et les LLM? On a fait une corrélation, et il y a une corrélation substantielle. C'est comme si la façon d'interpréter les indices qu'il y a dans les scénarios, c'est la même, plus ou moins. C'est très similaire. La façon d'utiliser les items qui étaient difficiles pour un être humain étaient aussi difficiles pour les LLM. Les items qui étaient plus faciles pour nous, c'était aussi plus facile pour les LLM. Comme s'il y avait quelque chose dedans qui rassemblait notre manière d'interpréter, de répondre à des situations émotionnelles. Je ne sais pas quoi, c'est un black box. Mais ce n'est pas par hasard. C'est vraiment en ligne, corrélé à ce que les êtres humains font. Donc un item difficile pour moi, c'est aussi un item difficile pour ChatGPT. Ce qu'on a voulu faire, c'est, OK, il peut répondre. Ils peuvent répondre, parce qu'on parle des 6, à des situations émotionnelles. Ils peuvent bien juger l'émotion de quelqu'un, mais est-ce qu'ils ont les compétences et l'habilité de créer des outils pour évaluer les compétences émotionnelles? C'est tout un autre niveau. Moi, je peux donner n'importe quel questionnaire à n'importe qui, et tout le monde peut répondre. Mais pour créer un questionnaire d'intelligence émotionnelle, c'est quelqu'un moi que je l'ai fait, ça m'a pris 4 ans pour avoir une première version, avec plusieurs personnes qui ont travaillé, avec des entretiens, avec des collections de données, etc. Mais est-ce qu'une machine a les compétences pour créer un questionnaire d'intelligence émotionnelle? Ça, c'est vraiment un autre niveau. Ce n'est plus j'ai, mais est-ce que je peux évaluer les autres? Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris ChatGPT dans ces cas-là, donc seulement un LLM, et on a demandé à ChatGPT de générer des tests similaires aux 5 questionnaires d'intelligence artificielle qu'on avait mis avant. Donc, il a répondu au questionnaire, et après, on lui a dit, OK, maintenant fais une version à toi. En faisant la même chose. Première chose qu'on a fait, parce que c'est la critique qu'on reçoit tout le temps, c'est est-ce que c'est juste des paraphrases? C'est les mêmes situations mises avec des mots différents. On a fait une étude avec la comparaison avec toutes les situations. 88% des cas étaient jugés très, très différents par 434 participants. Donc, non, ce n'est pas juste une paraphrase. C'est des nouvelles situations avec des nouvelles émotions. Imaginez, par exemple, pour Emotion Understanding, qu'on demande à ChatGPT d'imaginer une situation, de proposer c'est quoi l'émotion qu'une personne ressentira dans cette situation, et de proposer aussi des alternatives qui ne s'appliquent pas. OK? C'est vraiment une création depuis scratch, si vous voulez. Après, il y a toujours un petit ajustement par rapport à certaines choses, mais l'idée, c'est exactement ça. Et ces situations ne sont pas les mêmes que nous avons fed, qu'on avons donné à l'algorithme. On a fait 5 études, donc chaque étude pour un questionnaire. Donc, dans chaque étude, on avait des participants, autour de 100 participants par étude, qui répondaient au test original, au test généré par l'intelligence artificielle, une autre mesure d'intelligence émotionnelle et un questionnaire d'intelligence cognitive. Évidemment, on ne disait pas aux participants que ça c'était généré par l'IA, c'était donné, ils répondaient au questionnaire et c'est bon. On demandait de répondre à la bonne réponse et on posait aussi la question par rapport à la clarté des items. Est-ce que les items sont clairs? Parce que ça, c'est très important dans les domaines du développement du test. Est-ce que vous comprenez ce qu'il y a dedans? Premier critère. Deuxième critère, est-ce que c'est réalistique? Est-ce que c'est quelque chose que, ouais, ça fait du sens, ce que je vois. Ce n'est pas juste du blabla ou du test qui n'a aucune application. Cronbach's Alpha, c'est une mesure plus psychométrique pour voir si le test est valide ou pas. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais juste pour vous dire, on a comparé la version originale avec la version de ChatGPT. Et on a regardé à travers les 5 tests, donc vous allez voir des chiffres là, c'est juste combien de tests étaient jugés mieux dans la version originale, dans la version ChatGPT. Et ça, c'est le résultat. En termes de clarté, 4 tests sur 4 générés par ChatGPT étaient jugés comme plus clairs. En termes de réalisme, 3 tests
Un, c'était plus pour l'original, l'autre, c'était pas. ChatGPT. Difficulté, 2 fois c'était plus difficile l'original, 2 fois c'était plus difficile le ChatGPT. Chromebax Alpha, c'était pareil, pour une original, c'était beaucoup mieux, l'autre, c'était ChatGPT. Mais au total, si on met tout ça ensemble, on a un niveau de clarté similaire. Donc la différence n'est pas significative. On a un niveau de difficulté similaire, ça c'est à travers les tests, hein, cette colonne-là. En termes de réalisme, les tests générés par ChatGPT étaient jugés un petit peu plus réalistes, mais ce n'était pas une taille d'effet significative. Par contre, en termes de validité psychométrique, les tests originaux étaient un peu mieux. Mais c'est fort. On peut générer dans 10 minutes un test que moi, ça m'a pris 4 ans et demi à développer. Pas exactement pareil, hein? J'ai donné des choses. Mais le niveau est similaire, parce qu'après, si je regarde la corrélation des scores, la corrélation entre la performance aux tests originaux et les tests avec ChatGPT était 0,46 aussi. Dans ce cas-là, c'est le même chiffre, mais c'est différent. Ça veut dire que les gens qui performaient mieux avec les tests originaux performaient mieux, ils avaient des meilleurs scores aussi dans les tests générés par ChatGPT. Par contre, et ça c'est la différence qui reste aujourd'hui très forte, c'est que les tests originaux corrèlent mieux avec des questionnaires d'intelligence et l'autre mesure d'intelligence émotionnelle. Et aussi, ils ont des propriétés psychométriques meilleures. Donc, on ne peut pas utiliser l'intelligence artificielle pour créer des tests qui sont valides, mais on peut créer des tests qu'après, nous, on va valider, qui sont générés par l'intelligence artificielle, mais c'est nous qui allons les valider. On ne peut pas se confier complètement à ça. Ça, pour faire un résumé, on a 6 LLM qui ont obtenu des résultats supérieurs à la moyenne des scores des répondants humains sur 5 tests d'habilité. La corrélation est bonne et indique que plus ou moins il peut utiliser les indices présents dans les items de la même manière que les êtres humains. Et ChatGPT est capable de créer des items afin d'évaluer les domaines de l'intelligence émotionnelle. Est-ce que ça veut dire que l'intelligence ChatGPT a de l'intelligence émotionnelle? Je peux dire que ça possède une connaissance plutôt précise des concepts émotionnels, des situations et de leurs implications, et qu'il peut généraliser cette connaissance à de nouvelles situations. Si ça veut dire qu'il a de l'intelligence émotionnelle, ce n'est pas à moi de le dire. Mais je vous laisse réfléchir à ça. Merci.